Il s'appelait Narti. Il vivait sur la terre d'Égypte il y a près de 4000 ans. C'était un homme très important dans sa cité, un haut fonctionnaire qui portait parmi ses nombreux titres celui de chancelier et de commandant des navires. Sa ville, c'était Assiout, en Moyenne-Égypte, d'où partaient les caravanes pour la Nubie, les expéditions qui allaient chercher dans la lointaine Afrique l'or, les parfums et les bois précieux. En ce temps-là, vers 2000 avant Jésus-Christ, beaucoup de grands seigneurs ne se faisaient plus enterrer près de la pyramide royale, comme au temps de Khéops. Leurs tombeaux étaient situés près de leur ville natale, souvent creusés dans les falaises qui surplombent la vallée du Nil. Ceux d'Assiout ont le triste privilège d'être parmi les plus ravagés d'Égypte. Par bonheur, nous avons conservé les relevés exécutés par la Commission des sciences et des arts, qui accompagna Bonaparte en 1799 lors de la campagne d'Égypte. Un siècle plus tard, en 1903, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire entreprit d'explorer la partie inférieure de la nécropole d'Assiout, la montagne des morts, comme la dénomment les gens du pays. Ces fouilles aboutirent à une découverte spectaculaire. 26 tombes, inviolées pour la plupart, contenant des objets qui furent partagés entre le musée du Caire et celui du Louvre. La plus belle de ces tombes appartenait au chancelier Narti, dont le fouilleur, Étienne Chassina, raconte la découverte. Après quelques jours de travail dans les déblais, les archéologues avaient atteint la première tombe intacte, creusée dans le rocher. Un trou de la grosseur d'un poing, percé dans une de ses parois, permit de constater qu'elle communiquait avec une autre, beaucoup plus grande, celle de Narti. À la lueur des lampes, on distinguait une vaste salle dont le plafond était supporté par un pilier carré taillé à même le roc. Dans la pénombre se dessinaient les contours d'objets déposés 4000 ans auparavant sur le sol de cette première chambre qui constituait la chapelle du tombeau. Autour d'une table de pierre destinée à recevoir l'eau et les aliments nécessaires à la survie du défunt, des servantes en bois peint apportaient aux morts les offrandes de nourriture. La plus belle tenait à la main un canard à l'aile démesurée et portait sur sa tête un panier à provisions. On demeure stupéfait par la fraîcheur des coloris qui donnent un charme naïf à cette statuette de jeune paysanne. Tout près, des modèles réduits de barques attendaient leurs propriétaires, peut-être pour effectuer un pèlerinage vers Abydos, la ville sainte du dieu des morts. Sur le flanc du bateau est peint l'œil magique ou djat, symbole de l'intégrité et de la santé. À son bord, un équipage de 10 marins est prêt pour le voyage. Des rameurs, un timonier qui tient le gouvernail, et à la proue, un homme qui sonde le Nil avec un long bâton pour éviter les bancs de sable. Deux niches, ménagées dans l'épaisseur des murs, contenaient chacune une grande statue du propriétaire de la tombe. L'une d'elles constitue un portrait grandeur nature d'1,75 m du chancelier Narti, sculpté d'un seul tenant dans une pièce de bois poli, puis peinte en rouge. Les pieds sont encastrés dans un socle qui porte une inscription en hiéroglyphes. Le protégé auprès du dieu Osiris, seigneur de l'Occident, dans toutes ses places, le chancelier Narti, l'excellent. La représentation obéit aux conventions strictes de la sculpture égyptienne. Le corps est rigoureusement de face, les bras le long du corps et le pied gauche porté en avant. Malgré cette attitude rigide, l'œuvre est d'une grande élégance, avec son bois poli sur lequel se joue la lumière, sa silhouette élancée et ses volumes dépouillés. Le traitement stylisé des mains, effilé, aux ongles soigneusement sculptés, est particulièrement remarquable.
Le visage semble un portrait véritable, avec ses pommettes saillantes, son crâne rasé, l'expression pénétrante des yeux incrustés d'albâtre et d'obsidienne qui nous fixent à travers les millénaires. Cet aspect vivant n'est pas fortuit. La statue de Narti avait un rôle à jouer. Elle constitue pour le mort ce qu'on a coutume d'appeler le double, support matériel, corps de remplacement, auquel l'âme du défunt viendra s'unir pour retrouver son intégrité dans l'au-delà, si par malchance son corps momifié n'a pas survécu. Mais le corps de Narti reposait encore dans un caveau que les archéologues découvrirent après 5 jours de fouilles. Au fond d'un puits s'ouvrait une petite chambre funéraire aux 3/4 remplie par un volumineux sarcophage à double enveloppe. Les 2 caisses de bois étaient couvertes d'inscriptions donnant l'identité du mort, de textes religieux et de frises représentant des objets indispensables à sa survie. Pièces de viande, pagnes, bijoux, sandales, armes, harpes. Les textes, serrés en fines colonnes, appartiennent au recueil de littérature religieuse que les égyptologues ont coutume d'appeler les textes sarcophages. Ce sont des formules permettant aux morts de retrouver dans l'au-delà la pleine possession de ses moyens, d'y survivre en étant convenablement nourris et de se protéger contre les dangers qui le menacent. Sur un des côtés, face au visage du défunt, 2 yeux magiques permettaient de rester en contact avec le monde extérieur. Dans le sarcophage reposait la momie, enveloppée de linceul et de bandelettes, et reposant sur un appuie-tête. Quand on eut démailloté le corps intact, on s'aperçut que c'était celui d'un homme jeune, dont le crâne rasé et allongé évoquait de façon frappante celui de la statue de la chapelle. On avait déposé sur lui des ornements et des bijoux. Sur le visage, un masque d'étoffe agglomérée, stuquée et peinte, aujourd'hui disparu, mais comparable à cet autre, également d'Assiout. Des bijoux de faïence et un collier d'argent aux lignes très modernes. Le sarcophage contenait également des objets divers, tous mis à la disposition du défunt pour sa vie nouvelle. Des sandales à semelles de bois, un rasoir à manches de bois et à lame de cuivre, en cuivre également, un bassin et une aiguière pour faire sa toilette. Sous le défunt, on avait disposé les sceptres de bois exprimant sa dignité et les armes dont il pourrait avoir besoin, un arc, des flèches. Ce souci de sécurité paraît essentiel, car parmi les objets déposés sur le couvercle du sarcophage figuraient également d'autres armes qui, peut-être, rappelaient aussi les exploits guerriers de leurs propriétaires. Beaucoup étaient factices, comme ce bouclier et ce carquois de bois peint, imitant une peau d'animal tachetée et cousue. On s'explique moins bien la présence de modèles d'outils miniatures, comme ces haches de menuisier à lame de cuivre, ces herminettes, ces poinçons, déposés également sur le couvercle du sarcophage. Tout autour de celui-ci, les archéologues découvrirent des modèles analogues à ceux de la chapelle, à nouveau des bateaux de bois peint, et des statuettes de porteuses d'offrandes, mais aussi des maquettes, modèles réduits représentant des scènes relatives aux travaux agricoles et à la préparation des aliments essentiels à la survie du mort. En fait, ces modèles, caractéristiques de l'époque de Narti, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, interprètent en 3 dimensions les scènes que l'on voit habituellement représentées sur les murs des tombeaux des autres périodes.
Ainsi, cette scène de mesurage de la récolte de blé. Cette petite maison est en fait un grenier à blé, précédé d'une cour entourée de murs. On y entre par une porte qui pivote réellement sur ses gonds. L'opération de stockage est en cours. Des ouvriers transportent les sacs de grains et vont monter le petit escalier qui conduit à la terrasse. Le silo est un bâtiment à toit plat, percé d'un trou circulaire par lequel on verse le grain. Un scribe y attend, une tablette et une palette sur les genoux pour comptabiliser les opérations. D'autres tombes d'Assiout ont livré des modèles encore plus pittoresques, véritables chefs-d'œuvre de vivacité. Ainsi ces pêcheurs allant un filet aux frétilles des poissons. Cet atelier où les tisserands s'activent à confectionner vêtements et tissus de lin. Ou encore cette armée d'archers nubiens défilant au pas cadencé. Pour surveiller ces équipes qui travaillent à son bien-être, le défunt est figuré auprès d'eux sous la forme de multiples statues. Narti n'en possédait pas moins de 11, le représentant sous différents aspects. Elles sont de taille et de qualité variées. Mais aucune n'égale la majesté et la présence de la grande statue de bois, découverte dans la chapelle, et qui demeure une des pièces les plus prestigieuses du département des antiquités égyptiennes du Louvre.